que de nous retrouver dans ces lieux historiques pour la première présentation publique de notre biographie sur les traces de René Canton, sa vie, son œuvre, sa postérité en France et en Espagne. Je suis très honorée de pouvoir le faire dans cet institut consacré à la vie des océans, inauguré en 1911 par le prince Albert Ier de Monaco et par un président de la République française très populaire, M. Armand Fallières. Il est plaisant de voir un travail arriver à bon terme, certes, mais c'est encore plus satisfaisant et source de joie que d'être entouré par des amis et des collègues qui me font l'amitié de nous accompagner ce soir. Je remercie l'ambassadeur Saint-Jour qui a préfacé notre ouvrage pendant qu'il exerçait sa responsabilité d'ambassadeur de France en Espagne. Merci, Chérif, de ta présence ce soir et de ton amitié. Je remercie aussi la présence du professeur Marc-Henri, chimiste à l'Université de Strasbourg, spécialiste de l'eau sous toutes ses formes, à qui je me suis adressée au début de notre enquête pour essayer de comprendre si les thèses de René Canton restaient valables encore aujourd'hui ou si elles avaient été dépassées par de nouvelles connaissances scientifiques. Vous m'avez reçu dans votre laboratoire de Strasbourg, où vous êtes intéressé à ces projets biographiques. J'ai beaucoup apprécié votre ouverture d'esprit et votre prédisposition favorable à un dialogue entre disciplines qui ne communiquent pas souvent, les sciences humaines et sociales et les sciences physiques et chimiques. Je remercie également notre collègue Christophe Charles, historien prolifique et incontournable, spécialiste de la riche période qui fut celle de la Troisième République, de la France de la Troisième République. Les travaux de Christophe Charles nous ont beaucoup accompagnés pendant toute la rédaction de notre livre. Merci, cher Christophe, de nous accompagner aussi ce soir pour commenter les résultats de notre travail. Ce fut dans la France de la Troisième République que René Canton vécut sa jeunesse et sa vie d'adulte. Si nous n'arrivons pas à saisir la spécificité de cette période historique, sa vie et son œuvre deviennent incompréhensibles, car tout renvoie à la puissance de ces années fondatrices. Tout, y compris l'Institut océanographique de Paris, où nous nous trouvons ce soir, bâtiment inauguré en présence du Gotha des intellectuels et des scientifiques de l'époque. À ce moment-là, René Canton s'était déjà distingué dans ses recherches approfondies en zoologie et en thérapie marine. Il avait été présenté au prince Albert Ier en 1897 et c'était le professeur du Collège de France, Étienne Jules Marais, qui avait fait les présentations. Grâce à leurs lettres de recommandation, de nombreux parcs zoologiques se sont ouverts pour que René Canton puisse mener à bien sa recherche sur les espèces marines et leur évolution. C'était donc tout naturellement qu'il fut l'un des invités d'honneur à l'inauguration de cet institut océanographique. Son nom est plusieurs fois cité dans les journaux de l'époque, parmi d'autres prestigieux membres de l'élite intellectuelle, scientifique et politique ici réunis. Car René Canton était alors au zénith de sa réputation. C'était un bel homme de 44 ans, en pleine maturité, très connu déjà en France et à l'étranger. Ce rappel à la présence de René Canton lors de la cérémonie du 23 janvier 1911 dans ces bels amphithéâtres me permet d'insister sur une idée force de notre livre. René Canton n'était pas médecin, même si les gens qu'il sauvait l'appelaient docteur. Mais René Canton n'était ni un autodidacte improvisé, ni un excentrique qui aurait trouvé sa voie par une idée soudaine ou une espèce d'illumination, voulant sauver des vies et vaincre toutes les maladies de ce monde avec de l'eau de mer. Non, ni excentrique, ni autodidacte improvisé. René Canton était un vrai chercheur. Toute sa vie et son œuvre renvoient à cette vocation. René Canton a fait de la recherche scientifique dans les institutions françaises les plus réputées de l'époque, le Collège de France et l'École pratique des hautes études. Outre les lettres de recommandation du prince Albert Ier et du professeur Étienne Jules Marais, sa carte de visite portait la mention «
assistant du laboratoire des physiologies pathologiques des hautes études au Collège de France. Nous avons affirmé dans notre biographie que la personnalité de René Canton ne laissait personne indifférent. Ce fut le cas également du professeur Marais, scientifique confirmé, qui devant un jeune René Canton emphatique et convaincant, n'hésite pas une seconde à lui donner les moyens d'éprouver ses thèses, d'expérimenter donc dans son laboratoire de physiologie pathologique. Après 8 années de recherche intensive et de nombreuses publications dans les revues spécialisées, René Canton publie en 1904 ce que nous avons appelé son livre-thèse, L'eau de mer, milieu organique. À la suite de la construction de son édifice théorique, René Canton décide de mettre en pratique ses découvertes. Et c'est toute l'épopée des dispensaires marins à Paris et dans plusieurs villes de France et l'étranger qui commence. Le premier dispensaire René Canton fut ouvert à Montparnasse le 26 mars 1907. Le succès fut de telle envergure qu'il fut nécessaire d'ouvrir un deuxième dispensaire à Paris en décembre de la même année. Nous avons considéré, en nous appuyant sur de très nombreuses sources, que d'une certaine manière, René Canton fut dépassé par l'énorme succès de sa théorie appliquée. Les dispensaires marins qui portaient son nom ont vu une telle affluence des malades en quelques mois que les journaux se sont emparés de ces réussites avec des titres grandiloquents. Très sollicités par des centaines et des centaines de lettres qui demandaient et des conseils, des médecins, des malades, de France, de l'étranger, René Canton expérimente aussi les critiques, la jalousie et même les contrefaçons. Certes, René Canton avait travaillé de façon consciente au succès de sa méthode. Les témoignages des malades soignés à l'eau de mer, les photos de ces malades avant et après les traitements, la politique des portes ouvertes des dispensaires marins, invitant régulièrement les journalistes, les médecins, les professeurs, les personnalités du monde scientifique pour y constater les résultats favorables et souvent spectaculaires, ont produit un véritable engouement pour la thérapie marine. Mais René Canton était un bon chercheur, et comme tout bon chercheur, il savait aussi douter. Devant un tel succès, il était impératif pour lui de valider la réalité scientifique des guérisons qu'il constatait dans ses dispensaires. Il soumet alors une pétition aux autorités ministérielles demandant une expertise. Il sollicite la mise en place d'une commission scientifique chargée de faire dans ces dispensaires une enquête approfondie en vue de contrôler les statistiques et les résultats affirmés. Cette demande d'expertise fut validée en 1913 par le ministre de la Troisième République, Louis-Lucien Clotz, qui saisit l'Académie de médecine de la question. Mais finalement, cette expertise officielle n'a pas eu lieu. Le déclenchement de la guerre, quelques mois après, donna d'autres priorités aux autorités du pays et à Canton lui-même. Il y a beaucoup plus à dire sur la vie de René Canton, vie multiple, œuvres multiples, comme s'il avait vécu plusieurs vies dans une seule vie. Mon coéquipier, Jean-François Drey, vous parlera plus en détail d'autres aspects tout aussi passionnants. Je vais m'attarder maintenant sur deux questions plus matérielles, celles qui concernent la forme de notre livre et les ingrédients avec lesquels il fut construit. Il me faut saluer et remercier le beau travail en partenariat réalisé par nos éditeurs, la Fondation René Canton d'Alicante et Agami Éditions de Paris. Grâce à leur partenariat, ils sont arrivés à nous offrir ce très bel ouvrage avec une remarquable qualité d'édition. À l'heure du tout virtuel et de l'éphémère, à l'heure de la multiplication des éditions en ligne, ils ont fait le pari risqué d'éditer un livre en papier d'excellente qualité, en grand format, de 327 pages, très richement illustré avec 275 photos de documents, la plupart inédits. Il me faut avouer que j'appartiens à un milieu et à une génération qui se méfie un peu de l'image. Ce sont des préjugés selon lesquels, dès qu'il y a des images dans un livre, personne ne lirait les contenus.
les gens se limiteraient à le feuilleter et à regarder les illustrations. J'ignore si l'image peut autant nuire au texte, mais je sais que les partenariats d'édition entre la Fondation René Canton et l'association Nagami a privilégié la publication d'un très beau livre dont la qualité du contenu puisse s'accompagner de la qualité et de la beauté du contenant. Il nous reste à espérer que les belles images, retravaillées et restaurées, donnent envie d'aller plus loin, de s'intéresser aux récits et aux arguments que nous avons rassemblés dans notre biographie. Cette biographie ne se veut pas uniquement narrative, mais aussi analytique et interprétative. On m'a demandé pourquoi je me suis tellement intéressée à René Canton. Et j'ai répondu que d'une certaine façon, parce qu'il s'est présenté à moi. La première fois que je l'ai trouvé, c'était très loin de Paris, à Buenos Aires, dans les archives de l'Académie d'histoire d'Argentine. J'ai travaillé sur un corpus de lettres des médecins argentins ayant servi la France pendant la Première Guerre mondiale. Ils étaient francophiles et francophones. Un de ces médecins, d'origine basque, dirigeait l'hôpital militaire complémentaire installé dans les bâtiments du lycée Buffon à Paris. Dans une de ses lettres, le docteur Chutreau expliquait qu'en France, un dénommé René Canton avait mis en place une méthode pour soigner de nombreuses maladies avec de l'eau de mer. Il affirmait aussi que des soldats blessés avaient été sauvés in extremis grâce à des transfusions d'eau de mer, et ceci avant d'arriver à l'hôpital militaire du lycée Buffon. La deuxième fois où le nom de Canton s'est présenté à moi, ce fut à Paris, du côté de la médecine française. Lorsque mon médecin me prescrit un traitement de 3 mois d'ampoules buvables, hypertoniques et isotoniques. Les produits avaient perdu l'autorisation de mise sur le marché sous sa forme injectable. Mais les plasmas de Canton, remboursés par la sécurité sociale jusque dans les années 1980, n'avaient pas complètement disparu de la mémoire médicale française. La troisième fois que j'ai rencontré René Canton, ce fut dans une ville espagnole que je fréquente depuis plusieurs années. Des collègues de l'université d'Alicante m'ont parlé des laboratoires et même d'un musée René Canton installé dans cette région. Et bien sûr, j'ai voulu en savoir plus. J'ai pu rencontrer alors Francisco Coll Sánchez, le directeur des laboratoires Canton d'Alicante. Avec sa double appartenance et sa double culture franco-espagnole, Francisco a su donner à l'entreprise familiale un élan nouveau, en sachant concilier tradition et modernité. J'ai visité les laboratoires, il m'a fait découvrir le musée René Canton, petit mais bien agencé, ayant pour vocation de se développer avec la perspective même d'un centre de documentation. Nous avons beaucoup échangé sur les vides historiographiques autour de la vie de ces savants et nous avons évoqué la nécessité d'une vraie étude biographique. C'est alors que Francisco m'a informé de la présence à Paris des descendants de René Canton et m'a proposé de la rencontrer. L'intervention de l'association Nagami à ce stade permit de faire le reste. Cette association, créée à l'initiative de Jean-François Drey, possède une compétence et un savoir-faire qui ont été essentiels pour mener à bien ce projet. L'objectif et le souci de l'association Nagami est de mettre en valeur les archives privées, de sensibiliser les familles pour que leurs archives dormant dans les sous-sols ou les greniers puissent être valorisées et trouver une place adéquate dans une bibliothèque ou un centre de documentation spécialisé. Et c'est ainsi que par l'intermédiaire de la Fondation René Canton et les bons offices de l'association Nagami, la rencontre à Paris avec la petite fille de René Canton fut un moment important dans notre travail de recherche. Madame Laure Schnetter-Canton a accepté de nous accueillir et de nous livrer son témoignage, et nous la remercions. Elle nous a parlé de son travail de mémoire concernant la vie et l'œuvre du grand-père qu'elle n'a pas connu, mais qui est très important dans sa vie. Laure est porteuse d'une riche mémoire familiale,
où 3 générations de femmes ont précieusement gardé les archives de René Canton. Un très riche univers d'encre et de papier. Par un procédé d'échange amical, Agami a numérisé, au fil des rencontres, un nombre important de documents de la famille Canton, en leur donnant copie. En échange de cette numérisation de sauvegarde, les éditeurs ont obtenu l'autorisation de reproduire les documents de notre choix pour illustrer notre biographie. En échange également, l'association Agami a fait don à la famille Canton, sous forme numérique, de tous les documents sur leurs ancêtres que nous avons trouvés dans les archives publiques françaises, proverbialement bien organisés et structurés. Mes amis de l'association Agami m'ont prié de vous donner une idée chiffrée de la masse de documentation ainsi mobilisée. Et je le fais volontiers, parce que ce sont les briques avec lesquelles nous avons construit notre biographie. Il s'agit d'un total de 8298 documents numérisés, dont 2572 appartiennent aux archives familiales. Le reste, 5726 documents sur la vie et l'œuvre de René Canton, ont été trouvés dans les archives publiques françaises, dans les institutions qui nous ont accueillis et aidés, et que nous remercions de façon exhaustive dans notre livre. Il m'est impossible de toutes les citer ici, mais il faut saluer l'excellent travail de conservation et de mise à disposition des chercheurs réalisé par la Bibliothèque nationale de France, le Collège de France, les centres historiques de la Défense, parmi d'autres. Il me faut remercier, bien sûr, bien évidemment, mon institution, le CNRS, qui a créé une unité mixte de services très utile, le CAPES, les centres d'archives sur la philosophie et l'histoire des sciences à la rue d'Ulm, où nous avons si bien travaillé. Comme dans toute recherche approfondie, nous avons trouvé des petits trésors. À la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, dans son département des manuscrits, nous avons pu consulter 90 lettres de René Canton adressées à l'écrivain Édouard Dujardin au sujet de la revue des idées qu'ils publiaient ensemble. C'était une revue de divulgation scientifique dont René Canton fut le plus enthousiaste animateur. Vous l'avez compris, nous avons suivi les traces de René Canton dans tous les endroits possibles et imaginables. Et jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, comme l'indique le titre de notre biographie, nous nous sommes occupés aussi de sa postérité en France et en Espagne. L'homme qui a fait renaître les laboratoires Canton de l'autre côté des Pyrénées, Jean-Michel Colbouisset, nous a quittés le 11 mars de cette année. Il est ici représenté par son épouse et ses enfants. Nous avons pu l'interviewer en 2017 et 2018, dans ses bureaux d'Alicante et dans sa maison de San Bartolomé. Il avait assumé la présidence de la Fondation René Canton après s'être retiré de la direction du laboratoire qu'il avait racheté et recréé en Espagne. Jean-Michel Colbouisset était le plus espagnol des Français. Il nous raconta avec beaucoup d'enthousiasme ses batailles, son combat, son admiration pour l'œuvre de René Canton, sa volonté de sauver le laboratoire et de continuer l'élaboration du plasma marin dans le plus grand respect de la méthode originelle. Formé à la chimie en France, installé en Espagne quand son épouse fut nommée professeure au lycée français d'Alicante, Jean-Michel Col avait cumulé une longue expérience dans la pharmacopée allopathique et aussi homéopathique. Parmi ses anciennes responsabilités, il avait été directeur régional des laboratoires Boiron en Espagne. Chère Madame Col-Sanchez, chère Colette, vous avez été notre première lectrice. Vos commentaires, vos encouragements nous ont beaucoup aidés et nous vous en remercions chaleureusement. Nous sommes émus de votre présence ici ce soir et avec vous, c'est la présence bienveillante de votre époux qui nous avait témoigné aussi son enthousiasme de voir enfin une étude biographique sur René Canton. J'arrive donc à ma conclusion. Ce rappel de la trajectoire de Jean-Michel Col et de son travail pour sauver et continuer l'œuvre de René Canton nous amène à dire un mot
sur un thème qui lui tenait à cœur et qui est aussi le sujet d'un débat social de grande actualité, celui qui concerne les laboratoires pharmaceutiques, la médecine en général, l'homéopathie en particulier. René Canton n'avait jamais parlé d'homéopathie. Sa thérapie marine rencontrait de l'enthousiasme autant chez les médecins allopathiques que chez les médecins homéopathiques. Les principes de similitude mobilisés par la théorie de René Canton, la dilution isotonique préconisée par lui, ne relèvent pas de l'homéopathie, mais de l'homéostasie. Et même si le terme homéostasie fut introduit plus tard par l'Américain Walter Cannon en 1926, c'est toute la tradition de la physiologie française, inaugurée par Claude Bernard et ses disciples, qui a permis de comprendre le phénomène des régulations internes sur lequel René Canton a pu inscrire ses expériences et son édifice théorique et thérapeutique. L'histoire sociale peut beaucoup nous apporter pour comprendre le progrès de la médecine qui ne fut jamais une marche triomphale. Qu'il s'agisse de la thérapie marine ou de l'homéopathie, les débats interminables sur la scientificité de ces formes différentes de concevoir la maladie et la guérison ne font qu'obscurcir la compréhension des enjeux économiques, sociaux, culturels et même psychologiques qui s'entrecroisent quand il s'agit de pouvoir donner une réponse à la souffrance humaine, de faire face à la douleur et à la maladie dont personne n'est à l'abri. Heureusement, les grands apports de l'épigénétique à l'heure actuelle montrent l'inefficacité de ces vieux débats peu fructueux. Parce que, comme nous le rappellent les histoires de la médecine, aucune découverte médicale n'a été diffusée de façon spontanée. À chaque étape, de nombreux filtres interviennent qui ne sont pas tous d'ordre scientifique. Les grands savants, même les plus géniaux, ne peuvent espérer voir leurs travaux reconnus que si un certain nombre de conditions sont réunies, à la fois scientifiques, professionnelles et culturelles. Nous nous inscrivons pleinement dans cette ligne d'analyse et d'interprétation et nous considérons que si l'œuvre et la vie de René Canton se résistent à l'oubli, c'est parce que son message thérapeutique avait réussi à passer beaucoup de filtres, parce qu'il fut novateur, stimulant, pratique et rassurant, et parce qu'il sut utiliser la méthode la plus simple, la plus à même de convaincre ses contemporains, l'évidence de la guérison. Je vous remercie de votre aimable écoute. Toute étude biographique se nourrit d'une question centrale. Qui est cet homme dont on a beaucoup parlé dans notre livre et dont on va beaucoup parler ce soir? Qui est donc René Quinton? René Quinton incarne un mythe français, celui de l'homme accouché par l'histoire, pour relever des défis qu'il s'est lui-même choisis, et ce, dans des domaines ô combien innovants de son époque, la biologie avec l'invention du plasma marin, et ensuite l'aviation, innovation balbutiante et prometteuse. René Quinton en avait eu l'étonnante prescience lorsqu'il avait écrit en 1894, je le cite, « Je voudrais que mon passage au monde marquât une traînée comme un flamboiement de comète qui se perpétuerait. J'en ai la matière, je veux bâtir. » Cette épigraphe que nous avons mise en tête du chapitre numéro 1 et aussi sur cet écran apporte sans détour une information importante et intéressante sur le personnage dont l'ouvrage présenté ce soir est le sujet. Un proverbe dit « Tu es le fils de ton époque plus que de ton père ». Tout le monde n'est pas forcément d'accord, hein. Tu es le fils de ton époque plus que de ton père. Mais Quinton le confirme, tant son destin est indissolublement lié à la révolution intellectuelle, scientifique et industrielle de ces années post-Napoléon III dans cette troisième République naissante. Rien ne laissait présager la métamorphose de l'écrivain en biologiste mondialement connu et vénéré, et ensuite en père de l'aviation française. En effet, ce qui caractérise la personnalité de René Quinton
Et ce qui est surprenant pour un esprit de sa classe sociale, c'est la désobéissance qu'il se promeut. Pour lui, la désobéissance est une forme de responsabilité qui appelle à plus de responsabilité. Et c'est bien ce qu'il engendrera toute sa vie, si on y regarde bien. Il désobéit d'abord à ses parents lorsqu'il refusa de faire des études de médecine, prévalant dans son choix d'écrivain. Il désobéit encore à l'ordre social de sa classe lorsqu'il choisit comme compagne une actrice mariée, la tragédienne Eugénie Weber, qui fut son grand amour et sa maîtresse durant plusieurs années. Puis il désobéit encore lorsqu'il refuse de suivre ses amis de l'Aéroclub de France, préférant une autre voie, plus offensive, avec sa Ligue nationale aérienne. En 1914 encore, il désobéit à la hiérarchie militaire sur les fronts de la Somme et de l'Est, préférant sa propre méthode de tir, ô combien plus efficace. Enfin, et c'est une image symbolique que j'avance, il désobéit aussi face à sa propre mort. Il veut mourir debout et conscient. Alors pourquoi René Quinton ? Parce que précisément cette mutation d'un homme, cette éclosion d'une grande personnalité nous laisse rêveurs. À notre époque, un destin si atypique est presque inimaginable. Il ne laissa personne indifférent jusqu'au plus haut niveau de l'État. Écrire la biographie de René Quinton fut de chercher par le témoignage et par l'enquête approfondie à comprendre à qui l'on avait affaire. Cette biographie, nous l'avons faite, Diana Quadricki-Voisson et moi-même, pour rendre la vie à ce personnage du passé que le temps a figé, éloigné et parfois même déformé. Le résultat aujourd'hui, c'est une version en français et dans quelques semaines, la version en espagnol et pour 2020, la version anglaise. C'est donc un ouvrage accessible sur de nombreux continents qui rendra hommage à ce grand personnage, et cette biographie aura le mérite de le ressusciter, j'en suis persuadé. Je vais donc vous présenter maintenant l'homme littéraire, le savant inventeur, le patriote héros. René Quinton, né en 1866, à la fin du Second Empire, dans une petite ville provinciale, Chaumembry pour la citer, arrive à Paris avec sa famille à l'âge de 12 ans. La capitale vit alors un âge d'or et tout à l'heure, Christophe Charles, ici présent, pourra nous en parler un peu plus. Dans la première partie de notre étude, nous abordons son histoire familiale, sa jeunesse, sa scolarité au lycée Chaptal dans le 17e arrondissement, un lycée précurseur donnant enfin la place aux sciences et aux techniques et non plus aux seules humanités. Nous découvrons la construction de son premier réseau d'amitié adolescente, sa vocation littéraire, ses premiers amours, ses premiers voyages, ses premières inventions. Tous ceux qui se sentent porteurs d'une vocation originale et d'une passion exploratrice, le jeune René refusa de suivre le chemin tracé par la volonté parentale. À la sortie du lycée en 1885, il prend seul la décision d'aller au service militaire, préférant un engagement conditionnel d'1 an. En novembre 1886, de retour à la vie civile, René Quinton retrouve Paris, ses amis, et décide de se lancer en littérature, passant des heures et des heures et des jours à écrire. La période de 1886-1895 sera une période capitale, cruciale, incontournable dans le développement de sa personnalité. Tout ne fut pas simple. À son ami Guy de Passillé n'a-t-il pas un jour évoqué l'idée de la mort, tant il pensait qu'il ne pourrait pas atteindre et dépasser toutes ses pulsions mégalomanes. L'expression est de lui, mais en plus il ajoutait « ce que je suis est loin de paraître ce que je vaux ». Quinton passe son temps à s'interroger sur ses capacités, je le cite encore, « si je meurs, ce race épouvantable avec ce talent que j'ai certainement et qui fera de moi, sinon quelqu'un, au moins quelque chose ». Il fut habité par une haute exigence et une grande ambition. Ce n'était pas sans certaines interrogations existentielles que l'on retrouve dans son journal personnel. Il a alors 24 ans.
J'ai un écœurement de cette vie que je mène mal, sans une puissance d'organisation que je conçois et que j'ai la faiblesse de ne pas réaliser. Je ne fais rien de mes devoirs. J'ai de grands désirs comme des coups de vent qui me traversent l'âme. Il n'y a pas de parole qui exprime l'intensité où je suis à plaindre. En marge de la conformité, il voulait faire mieux que les autres, trouver une voie originale qui l'amènerait au sublime et vite. Mais il se sentait pris d'angoisse lorsqu'il disait à ses amis « Je suis accablé, découragé, anéanti, à sentir quelque chose là, quel cadeau néfaste, un rêve supérieur qui mord, déchire, empoisonne votre vie. » Quinton ne sera pas l'auteur d'un grand roman, mais il sera l'auteur de son propre roman de vie. Il a besoin de faire, d'agir, de construire. Et à 29 ans, il quitte la littérature, mais pas avant d'avoir fait la rencontre avec l'actrice Eugénie Weber, grâce à un article dithyrambique qui lui consacra. Le second chapitre de notre livre, et vous n'en serez pas étonnés, est le plus important, consacré à sa vie de chercheur en zoologie, en physiologie, en médecine, dans les institutions françaises les plus réputées de l'époque. Un événement fortuit va le conduire vers la recherche. René Quinton, en effet, est surpris par une vipère en hibernation, engourdie donc, qui reprend vie dans la chaleur de la maison familiale à Loches. Cet épisode, plus complexe, le conduit à se pencher sur les températures des mammifères et sur les origines des espèces. Il se lance alors dans un long travail de recherche auprès du grand maître du Collège de France, Étienne Jules Maret, qu'il rencontre en 1895. Étienne Jules Maret dit à Quinton « Voici 20 ans que je travaille le mouvement des animaux, que je me demande comment, pourquoi ils l'ont acquis, vous me l'expliquez. Voici 20 ans que j'ai tous les jours des viscères d'animaux sur ma table d'anatomie, foie, reins, etc. J'avais renoncé à m'expliquer leur différenciation, vous me l'expliquez. Pour un homme sans diplôme spécifique pouvant légitimer son insertion dans le monde scientifique, le bon accueil d'un professeur tel que Maret est un encouragement décisif. Quinton n'est pas médecin et maintenant, il le regrette fortement. Et il ne possède aucun diplôme universitaire en biologie ou en zoologie. Il a simplement suivi les cours au Muséum d'histoire naturelle où Maret faisait une partie de ses enseignements. En 1897, René Quinton formule un nouveau type de principe qui, sans nier l'évolution, montre l'objectif final poursuivi par la vie sous toutes ses formes. Ainsi, il découvre qu'en dépit des variations au fil du temps, la vie animale apparue dans la mer tend à maintenir les conditions de ses origines. Finalement, l'être vivant, quelle que soit sa place qu'il occupe dans l'échelle animale, demeure un véritable aquarium marin dont les cellules continuent à vivre dans les mêmes conditions aquatiques qui étaient celles des cellules primitives. Cette formulation conduisit René Quinton à baser sa théorie scientifique sur une prémisse universelle qui constitua sa thérapeutique de base. Reconstruire la cellule endommagée en utilisant l'eau de mer, environnement vital dont la minéralisation est toujours identique à notre milieu interne. Quinton comprend aussitôt qu'il tient là la chance de sa vie, l'occasion unique de se construire un destin, d'être dans les meilleures revues scientifiques. Depuis sa première communication, qui date du 13 avril 1896 à l'Académie des sciences sur le refroidissement du globe, cause première de l'évolution, jusqu'à son livre thèse « L'eau de mer, milieu organique » paru en mars 1904 chez l'éditeur parisien le plus réputé en sciences médicales, qui est donc encore aujourd'hui, c'est Masson. Ce sont 8 années de travaux scientifiques que René Quinton a menés à bien. En 1897, dans le laboratoire du professeur Maret au Collège de France, a lieu la première expérience que l'on connaît, saigner complètement des chiens. Par voie intraveineuse sont injectés 11 litres d'eau de mer, 104% du poids du chien, sans aucun inconvénient. L'élimination rénale est parfaite. Un second chien est complètement vidé de son sang par l'artère fémorale. Il est à 2 doigts de la mort. On lui injecte de l'eau de mer, le réflexe réapparaît. Le chien revient à lui, il se lève et le lendemain, il déambule dans tout le laboratoire. Entre
1897 et 1904, René Quinton applique son traitement marin et accumule des observations qui lui permettent de mettre au point une méthode. Il débute sa thérapeutique dans les hôpitaux de Paris, où on lui permet de traiter des cas désespérés. L'eau de mer isotonique, alors appelée plasma de Quinton, injectée en intraveineuse et ensuite en sous-cutanée à l'époque, produit toujours des résultats inespérés. Les moribonds sont sauvés dans de nombreux cas. Tout au long de l'histoire clinique, on a essayé de montrer que l'ingestion d'eau de mer réussit à rééquilibrer l'organisme en régénérant les cellules et en leur rendant leur vitalité. Ainsi, l'on a pu démontrer que l'eau de mer n'essaie pas de guérir une maladie, mais de rétablir l'homéostasie de notre organisme. Diana l'a dit tout à l'heure, René Quinton ouvre en mars 1907 son premier dispensaire rue de l'Arrivée à Montparnasse, puis un second rue d'Ouessant dans le 15e. Des dispensaires marins René Quinton s'ouvrent dans plusieurs villes de France, d'autres ensuite sont ouvertes à l'étranger, Boston, Bruxelles, Le Caire, Alexandrie, pour les plus connus, qui lui font acquérir une renommée internationale. La presse est unanimement à l'écoute. À partir de 1907, les résultats de sa thérapie marine, les milliers de vies sauvées et les témoignages de nombreux médecins et malades lui apportent reconnaissance et prestige. On l'appelle le docteur Quinton, le tout amplement relayé par la presse. La troisième partie de ce livre est consacrée à son rôle pionnier, moins connu, au service de l'aviation française, un sujet enthousiasmant. Son nom est peu cité. Souvent, l'histoire de l'aviation est développée au travers des exploits des aviateurs ou des constructeurs, occultant d'autres exploits. La démarche engagée par Quinton au plus haut niveau de l'État pour le développement de l'aviation en créant l'agissante Ligue nationale aérienne, dont il fut le président fondateur de 1908 à 1914, montre qu'il fallait un leader pour ouvrir cette nouvelle voie. La revue bimensuelle de la Ligue nationale aérienne en sera la porte-parole dans toute la France, donnant une force et une dynamique jamais égalées à toute une société d'hommes où l'esprit aventurier et précurseur de René Quinton a pu encore s'exprimer. Un exemple. Après le célèbre vol de Santos Dumont à Bagatelle en 1907, un vol sur 800 mètres, à 3 mètres du sol, à 52 km/h, nous sommes loin donc vous en conviendrez, des vrais vols. Et pourtant Quinton dit « Grâce à l'avion, bientôt nous irons de France en Chine en 3 jours à des vitesses de plus de 300 km/h. » Il était le seul à le dire et à le croire. Les aviateurs, même ses amis, souriaient. Quinton croit au vol à voile et crée dès 1908 son propre prix de 10 000 francs, couronnant le premier aviateur qui resterait 5 minutes en l'air sans moteur. Il demande que les hommes fassent pendant 5 minutes ce que les oiseaux font depuis des siècles pendant des heures. Personne ne croit à cet exploit. Son prix sera acquis 18 ans plus tard. La quatrième partie de notre biographie concerne la guerre de 1914. Lorsqu'elle est déclarée, René Quinton est âgé de 48 ans et en parfaite santé. Il s'y projette de toute l'impétuosité de son patriotisme, celui de sa classe et de son éducation. Il servira la France du premier au dernier jour pendant les 52 mois de guerre, guidé par son esprit téméraire, volontariste, démesuré. Préservant la vie de ses soldats, il fait lui-même les repérages, prenant les risques en première ligne avec l'infanterie, où il n'est pas censé aller, se vantant de passer entre les balles et les obus ennemis. Son engagement militaire, ses dernières batailles, le mèneront jusqu'à la dernière minute du 11 novembre 1918. René Quinton reçut tous les honneurs militaires et la reconnaissance de la patrie. Avancement remarquable de capitaine d'artillerie en 1914 à colonel en 1919. Il reçoit la croix de guerre avec 7 palmes et 2 étoiles, la croix d'officier de la Légion d'honneur en 1917 et la croix de commandeur de la Légion d'honneur en 1923. Enfin, dernier chapitre, à son retour à la vie civile en 1919, René Quinton surprend tous ses amis et son entourage. Ce célibataire endurci jusqu'à ses 55 ans fonde sa propre famille, avec son mariage en juin 1922 avec Jeanne Guyot, sa cadette de 25 ans, et la naissance de sa fille Élisabeth l'année suivante.
Cette même année 1922, René Quinton est de nouveau repris par l'aviation, cette fois pour le développement du vol à voile. Son nationalisme l'anime. Il veut encore que la France, qui est la première à inventer l'automobile et les premiers avions, soit la première pour le vol à voile. L'aventure est épique et la réussite est au bout, à Biskra, en Algérie, en février 1923. Quinton exulte, il avait encore raison. En 1925, une affaire interne à la Ligue aéronautique de France, dont Quinton est vice-président, risque d'abîmer les efforts entrepris depuis des années. Le conflit s'envenime et bientôt tous demandent à René Quinton, dont l'équité et surtout la probité sont reconnus, de mettre de l'ordre. René Quinton parviendra à relever le défi, mais ces mois de tension l'ont affaibli. Son décès soudain le 9 juillet 1925 d'une angine de poitrine à son domicile parisien fut un véritable choc pour tous ceux qui l'avaient connu. Ses obsèques à Paris, à Saint-Ferdinand-des-Ternes, sont grandioses. Amis, politiciens, industriels, militaires, aviateurs, public anonyme d'enfants et de femmes, à tour de rôle viennent s'exprimer et se recueillir devant son cercueil. La presse nationale et internationale le cite durant des mois. En 1927, une rue Quinton, en son honneur, est votée au conseil municipal de Chaumont-Brie, après celle de Louis, son grand-oncle, et de Paul-Édouard, son père. On a même débaptisé pour cela une moitié de la grande rue Pasteur pour qu'elle devienne la rue René Quinton. En 1931, 6 ans après son décès, la même ferveur pour René Quinton s'exprime lors de l'inauguration de sa statue de bronze dans son village natal. Une cérémonie en présence de Paul Painlevé, chef du Conseil, de ses ministres, des maréchaux, des généraux, politiciens, députés, industriels comme Michelin, Citroën, Dodge Lameurte, des dizaines d'aviateurs comme Blériot, Georges Houard, Farman, Ernest Hardecq, ses amis écrivains, Henri Barbus, Anna Denouaille, ses amis Charles Julliot, Lucien Corpechot, Henri de Varigny, Armand Charpentier, Xavier Léon, Jules de Gaultier, une foule de journalistes, mais surtout, et aussi un public reconnaissant, de femmes avec leurs enfants sauvés par la thérapie Quinton, ce qui fera dire au maréchal Franchet d'Espéré, aujourd'hui la capitale de la France, c'était Chaume. Son œuvre et sa marque déposée, Plasma de Quinton, ont garanti la permanence de son nom, même après la fin de l'entreprise familiale Laboratoire Quinton en France, puisque le flambeau est maintenant rallumé en Espagne depuis une vingtaine d'années, grâce à l'initiative du regretté Jean-Michel Colboisset. Voilà, mesdames et messieurs, dans un résumé serré, vous le conviendrez, le parcours d'une vie originale, la force du tempérament vertueux de René Quinton, dont son ami Paul Painlevé disait « Son héroïsme fut sa démarche naturelle, non seulement de son action, mais surtout de sa pensée. » Je vous laisse maintenant la place aux commentaires et je vous remercie de votre attention. Si nous sommes ici ce soir, c'est aussi grâce à René Quinton, à tous ses travaux. Évidemment, au sein du laboratoire Quinton et de la Fondation Quinton, nous avons une admiration énorme à cet homme. Nous avons appris à travers la lecture du livre beaucoup d'anecdotes que nous ne connaissions pas et qui ont enrichi notre savoir. Mais il y a une autre personne très importante dans tout ce déroulement, dans toute cette histoire du laboratoire Quinton et de la Fondation. Et ça, c'est sans doute Jean-Michel Coll, mon père, qui effectivement est décédé en mars, et qui pour moi était vraiment la charnière de la thérapie marine. Non ? Je crois que sans lui, rien ne serait possible aujourd'hui. On n'aurait pas eu cette actualisation du discours scientifique du plasma de Quinton. Je crois que nous lui devons à lui justement ses efforts sur cette recherche sur les éléments de l'eau de mer qui lui était si cher à mon père. Et c'est vrai que ce sont les axes principaux qui ont permis le relancement du Quinton. Grâce à ce relancement du laboratoire, nous avons aussi fondé la Fondation Quinton, René Quinton, qui est née en 2010, en répondant à une demande croissante sur l'utilisation de la découverte de l'eau de mer par René Quinton.
Et devant une grande confusion sur le marché, un énorme mélange de protocoles de fabrication, un mauvais usage aussi de la mémoire de René Quinton. Et il fallait créer une fondation pour pouvoir défendre justement ce qui était la thérapie marine de René Quinton, le protocole de fabrication et sa mémoire. Simplement, je vais vous lire les 3 objectifs principaux de la Fondation, qui me paraissent essentiels, qui sont la recherche et l'étude de l'eau de mer, de l'eau, des minéraux et de toute autre substance marine à des fins thérapeutiques, pour le développement de la thérapie marine, ainsi que l'encouragement des tâches qui renforcent le développement national et international. L'encouragement et la promotion et la participation et l'organisation de toute activité sportive, en ayant démontré les bénéfices de la thérapie marine dans cette matière. La formation et le perfectionnement de professionnels et de personnes intéressées au développement et à la connaissance de la thérapie marine, tant sur le territoire espagnol que dans tous les pays du monde, à travers une offre de formation propre, qu'en collaboration avec d'autres institutions, surtout des universités. Donc, pour réaffirmer cette fondation, dont la présidente d'honneur est Madame Laure Schneider, il nous manquait plus qu'une biographie de René Quinton, une biographie qui soit faite par des professionnels. Et nous avons chez Diana et chez Jean-François ces 2 grands professionnels qui nous ont permis donc la rédaction de ce magnifique ouvrage. Merci beaucoup. La conférence de ce soir est pour moi l'occasion de féliciter la Fondation René Quinton d'Espagne et les auteurs, mes amis Diana et Jean-François, pour l'ouvrage qu'ils ont consacré à la vie et à l'œuvre de René Quinton, mon grand-père. De longtemps, je voyais que la mémoire de l'homme René Quinton, entretenue autour de moi par ceux qui l'avaient connu, risquait de disparaître, son nom ne survivant pas que comme une référence obligée dans toute publication, publicité, en lien avec les bienfaits de l'eau de mer pour la santé. J'avais moi-même consacré beaucoup de temps et de recherche à la vie de mon grand-père lorsque le projet des responsables d'Agami et de la Fondation m'a été proposé. C'est sans réticence que je leur ai fait partager mes archives et leur ai communiqué mes pensées et mes notes sur les multiples facettes de la vie de cet homme exceptionnel. En vrai professionnel, ils ont à la fois enrichi et élargi sur bien des points la documentation dont ma famille disposait. Et comme auteurs, ils ont réussi, je crois, à redonner vie à celui que je voyais comme un héros injustement oublié. Pour moi, je crois avoir vécu 2 fois près de lui. Ce fut d'abord mon enfance, dominée par l'ombre quasi mythique du grand homme de ma famille maternelle, et son souvenir omniprésent au laboratoire, au dispensaire et dans les résidences familiales. Plus tard, de façon plus personnelle, j'ai voulu aller à travers les lettres et documents conservés par ma famille à la rencontre de l'homme Quinton, et sa biographie s'est révélée beaucoup plus riche et complexe que la légende. L'ouvrage présenté ce soir et sa remarquable documentation vont aider puissamment à faire connaître la vie et l'œuvre de mon grand-père. Pour ma part, je m'en réjouis et espère que mon propre travail, disponible sur notre site familial, y contribuera également de façon plus modeste et plus personnelle. Quand on lit le magnifique ouvrage, on voit qu'à son époque, René Quinton avait été reconnu par les institutions. Il avait donné des méthodes thérapeutiques et on est évidemment un petit peu surpris aujourd'hui de voir que tout ça, c'est un peu tombé dans l'oubli, donc je voudrais regarder un petit peu ça avec vous, d'un peu analyser les causes. J'ai trouvé dans des revues de l'époque, ça c'est des choses que je me suis intéressé à René Quinton bien avant le livre
qu'a fait Diana et Jean-François. Moi, je me suis intéressé à René Quinton tout simplement parce que je suis spécialiste de l'eau et que quand on nous dit que l'eau de mer va soigner, ben, moi, je peux être a priori que d'accord, puisque c'est l'idée que je défends. Donc, j'avoue que quand j'ai rencontré René Quinton par ses travaux, ses articles, ce qu'on peut lire de lui, j'ai été vraiment très frappé par donc, le fait qu'il a publié en 1904 un livre qui s'appelle L'eau de mer, milieu organique. Et 1904, pour moi, c'est qu'en tant que scientifique, c'est une époque qui dit beaucoup. Parce que je vous rappelle qu'en 1900, la science était très mal en point. Les atomes ne pouvaient pas avoir d'existence. Ils étaient interdits d'existence par la physique. Et donc la science était dans une espèce de tourbillon d'incertitude. On ne savait plus très bien quoi penser. Et c'est ça qui est intéressant chez René Quinton, c'est qu'il était de cette époque-là. C'est-à-dire cette époque où la science quittait le 19e siècle, où c'était un monde de certitude, pour rentrer dans le 20e siècle, où on avait un monde d'indétermination. Alors, je vais prendre quelques points forts. Tout d'abord, quand on lit la presse de l'époque, il était surnommé le Darwin français. Donc ça, évidemment, c'est quand même assez intéressant parce que tout le monde, je pense, connaît les contributions de Darwin. Et en tant que scientifique, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été un des défenseurs de la cellule. C'est-à-dire cette idée que tout organisme est fait d'une cellule. Je vous rappelle qu'en 1904, ce n'était pas évident. Il était un des grands défenseurs de ça, et on peut voir ses travaux comme en fait une odyssée. Mais une odyssée, pas d'Ulysse, une odyssée de la cellule. C'est-à-dire comment on va comprendre cette cellule, de quoi elle est faite, comment elle réagit. Et donc, comme vous le savez tous, ou si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, il a émis cette loi générale de constance que vous avez ici, qui dit que la vie a un but, c'est de maintenir des conditions originales où elle est apparue. Et en tant que chercheur, et chercheur très sérieux, très rigoureux, il nous dit que la vie animale est apparue dès que la température du globe est tombée à 44-45 degrés Celsius. Il nous dit que la vie animale est apparue en milieu marin et qu'il y avait à l'origine une faible salinité et que cette faible salinité du milieu marin original était propice à la vie. Donc voilà trois assertions qui viennent du début du XXe siècle qu'on peut tester aujourd'hui pour voir ce qu'il en reste. Donc pour ça, évidemment, il faut se pencher sur le problème de comment la vie est apparue sur Terre. Donc là, je vous ai fait un bref récapitulatif depuis 4 milliards d'années jusqu'à notre époque. Donc quand on voit ce qui se passe, il s'est passé, il y a eu d'abord des bactéries, évidemment, et puis ensuite, les scientifiques ont daté, de façon à peu près sûre, que le premier animal marin, puisque c'est ça qui nous intéresse avec René Quinton, le premier animal marin serait apparu il y a 780 millions d'années. Ça, c'est ce que dit la science officielle. Lorsqu'on fait les analyses génétiques, on voit qu'il semble que le premier animal, effectivement, René Quinton avait raison, c'était un animal marin, et il est apparu donc il y a 750 millions d'années. Ensuite, on va voir les spécialistes du climat, et on va leur demander quelle température avait l'océan il y a 780 millions d'années, puisqu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le thermomètre isotopique. Je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais si on analyse certaines roches, on peut retrouver la température de l'eau de mer. Et voilà ce qu'on observe, donc, que la température, effectivement, de l'eau de mer était à peu près constante, en diminution progressive, jusqu'à ce que la première cellule animale apparaisse, et alors là, le climat se met à faire des hauts et des bas, comme vous le voyez, ça monte, ça descend. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé une magnétite dans les sous-sols, je crois que c'était au Maroc, et cette magnétite, lorsqu'on la date,
eh bien, on apprend que la température de l'océan, il y a 760 millions d'années, était entre 32,5 et 47,5 degrés Celsius. Ben, moi, je dis chapeau, puisqu'il a trouvé ça en 1904. Les valeurs que je vous donne sont celles de 2019. Il s'est trompé de, si on veut dire qu'il s'est trompé, en fait, il y a une certitude de 2-3 degrés. Et donc, 2-3 degrés sur 750 millions d'années, ben, je dis qu'il faut être bon. Donc, il pose le test sans problème. Il avait aussi une grosse idée thérapeutique que je vous livre, parce qu'aujourd'hui, on vit une drôle d'époque en médecine. Quand vous avez la fièvre, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on vous la coupe. Alors que c'est la dernière chose à faire. Si vous avez de la fièvre, gardez-la précieusement. C'est ce que René Quinton nous a appris. C'est-à-dire que comme la cellule est née d'une eau à 44 degrés, la fièvre va nous remonter jusqu'à cette température et va tuer tous les problèmes, enfin, va nous ramener dans un état originel où on va évidemment guérir. Et là aussi, ça c'est des données de la biologie moderne. On voit très bien que cette température de 42,5 degrés C, en 2019, la biologie nous apprend que c'est la température où on a 50% de mortalité, mais évidemment 50% de mortalité de cellules qui sont problématiques. Donc, là aussi, Quinton a été quand même quelqu'un de très visionnaire, et il nous a laissé cette belle idée que la fièvre est un moyen de défense de l'organisme, et on retrouve cette fameuse température. La loi de constance, la dernière, isotonique, c'est-à-dire est-ce que la mer était faiblement salée? Alors là, on est un petit peu ennuyé en tant que scientifique, parce que la mer, en fait, on sait très bien, d'après le graphique que vous voyez là, qu'elle a été très salée au début, et qu'au cours du temps, elle s'est dessalée. Et actuellement, elle est à 35 grammes par litre, qui est la salinité normale. Eh bien, il a fallu 4 milliards d'années pour qu'elle arrive d'une concentration qui était de 100 grammes par litre jusqu'à ces 35. Or, je vous rappelle que René Quinton nous dit que le milieu vital, lui, d'après sa théorie, était là à entre 6 et 7,5 grammes par litre, donc vous voyez complètement en dehors de la courbe telle que la voit la science aujourd'hui. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas de chance. Il a passé tous les tests, le troisième, il semble échouer. Pourquoi je dis il semble échouer? Parce qu'en fait, est-on sûr que la vie est apparue dans la mer? Ce qu'on sait, d'après ce que nous a dit Quinton, c'est que bien sûr, la mer a joué un rôle important. Mais en fait, vous savez tout ce qui se passe quand vous prenez cette fameuse eau de mer de Quinton, c'est qu'elle existe en deux modes, le mode hypertonique et le mode isotonique. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire un mode isotonique? On prend de l'eau douce et on la dilue. Et qu'est-ce qu'on avait injecté au fameux chien dont on avait parlé tout à l'heure? On n'a pas injecté de l'eau de mer. On a injecté une dilution d'eau de mer. Et donc, il suffirait simplement de modifier un petit peu ce que disait Quinton. La vie n'est pas apparue dans l'eau de mer, mais elle est apparue à la rencontre de l'eau douce et de l'eau de mer. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire un fleuve qui se jette dans la mer, et vous avez la salinité qu'il faut. Et donc, je pense qu'on peut dire aussi qu'il se passe aussi le dernier test avec succès. En plus, c'est sympathique, parce que si vous connaissez l'épopée de Gilgamesh, on nous apprend qu'il y a un flot salé, il y a un flot doux qui se rencontrent, et qu'est-ce qui se passe quand le flot salé rencontre l'eau douce? La vie apparaît. Donc la théorie de Quinton est aussi en accord avec la sagesse millénaire d'il y a plus de 4000 ans. Alors je me suis amusé à faire un quatrième test. Alors celui-là, il n'est pas de Quinton, il est de moi. C'est qu'on sait très bien comment varie le pH de l'océan en fonction de la salinité et du CO2. Et donc, je me suis dit, la cellule, actuellement, elle est à pH 7,4. J'ai cherché l'époque à laquelle on pouvait trouver cette salinité, ce pH de 7,4. Et j'ai trouvé que, d'après cette courbe, qui est très sérieuse, on trouve que le pH de l'océan, il y a 750 millions d'années, était de 7,6.
Encore une fois, bravo René Quinton, on est à plus ou moins 0,2 unité de pH. Là aussi, on voit qu'il avait bien travaillé. Alors, je voudrais terminer avec, évidemment, pour moi, Quinton a passé les tests de la science d'aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a des erreurs, mais ça, c'est des erreurs de mesure. Mais ce que je vais essayer de comprendre maintenant, c'est pourquoi on avait reconnu Quinton à son époque et qu'aujourd'hui, on ne le reconnaît plus. Alors pour ça, je voudrais vous citer une phrase de Claude Bernard. « Le mystère de la vie ne réside pas dans la nature des forces qu'elle met en jeu, mais dans la direction qu'elle leur donne. » Et ça, c'est important parce qu'on a trop tendance à vouloir chercher les mécanismes de la vie dans l'identification des forces, alors que non, les forces, elles n'ont pas de direction. Elles sont là pour que les choses évoluent, mais il y a quelque chose qui donne la direction, et cette chose-là, c'est la vie. Et René Quinton peut résumer sa pensée, la vie est le pouvoir d'adapter des moyens à un but. Et là, quand on arrive à ce genre de résumé en une phrase, je dois avouer que moi, je ne suis pas très gêné, mais certains de mes collègues le sont, parce que ça, c'est Aristote. Bien évidemment, l'autre chose qui choque le milieu académique, c'est que René Quinton, en fait, concurrence Darwin. Darwin nous dit quoi? Que la vie est un combat, une lutte. Il faut tuer, il faut survivre. Je ne sais pas si vous regardez la télé, mais c'est exactement ça. Notre société aujourd'hui, c'est une société de guerriers. Il faut se battre. Que nous dit René Quinton? Il nous dit que la vie maintient et résiste face à l'écoulement fatal des choses. C'est-à-dire que la vie, pour René Quinton, n'est pas un combat. Il y a bien sûr des événements qui passent et la vie va mettre en œuvre des mécanismes pour s'opposer à cette chose inéluctable, à cette fatalité. On peut là aussi résumer, parce que j'aime bien des choses simples, Darwin s'intéresse à comment les choses arrivent, Quinton, lui, nous pose la question de pourquoi elles arrivent. Et en tant que scientifique, peut-être un petit peu dinosaure aujourd'hui, c'est le pourquoi qui m'intéresse beaucoup plus que le comment. Ici, une petite courbe. Quand il nous dit que c'est le refroidissement du globe qui a poussé la vie à développer les oiseaux et les mammifères, donc je suis allé chercher une courbe du climat depuis que la vie est apparue sur Terre, la première cellule animale. Alors quand vous voyez cette courbe, on est un peu inquiet parce que la température, c'est la courbe qui est en vert. Ça monte, ça descend, aïe aïe aïe. Mais si on fait un petit zoom dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'époque où l'homme est apparu, enfin les hominidés sont apparus il y a à peu près 5 millions d'années, on voit effectivement que la température, à l'époque où l'être humain est apparu, était en constante diminution. Et là aussi, c'est vrai, on peut dire que c'est cette diminution de température qui a permis à la civilisation qu'on connaît aujourd'hui d'éclore. Dernier point, évidemment, on ne peut pas évoquer Quinton sans évoquer Pasteur. Pourquoi? Eh bien, parce que Pasteur, c'était un Français comme René Quinton, mais comme vous le savez, Pasteur, il a encore son institut aujourd'hui. Et puis c'est une grosse entreprise. Il est connu. Je ne sais pas combien il y a de rues Louis Pasteur en France. Donc on a retenu le nom de Pasteur et de manière étrange, le nom de René Quinton, il est beaucoup moins connu que celui de Pasteur. Là, je vous montre une phrase de Lucien Corpechot, qui était un admirateur de Quinton et qui était journaliste. Il écrivait dans ce journal L'Intransigeant. Et je crois que dans une interview d'un docteur, parce que, comme on vous l'a expliqué, René Quinton n'était pas médecin, donc comme il n'était pas médecin, il était obligé d'avoir des médecins à côté de lui pour valider les protocoles. Et je crois que la phrase résume bien, les travaux de Pasteur apportent une conception de la maladie, ceux de Quinton nous apportent une conception de la santé. Qu'est-ce qu'un sérum de Pasteur? C'est un sérum particulier à une maladie et contre cette maladie, un sérum qui attaque un microbe donné et aucun autre.
Qu'en est-il de l'eau de mer? C'est un sérum qui n'attaque aucun microbe en particulier, sinon qui donne à la cellule organique la force pour lutter contre tous les microbes. Et donc, vous voyez de nouveau la douceur chez Quinton. On doit pas besoin de faire la guerre aux microbes. On peut, avec l'eau de mer, simplement leur dire non, pas chez moi, pas dans mon corps. Et c'est l'eau de mer qui va dire ce message aux microbes. On n'est pas obligé de les tuer pour ça. Alors, voilà l'assassin, à mon avis, l'assassin historique de René Quinton. Vous ne le connaissez probablement pas, il s'appelle Abraham Flexner. Il a édité un rapport en 1910, le fameux rapport Flexner, pour ceux qui connaissent l'histoire de la médecine. Et je vous rappelle qu'avant ce rapport Flexner, on soignait par aromathérapie, herboristerie, homéopathie, on envoyait des rayons électromagnétiques pour soigner les cancers. Avant 1910, on soignait évidemment avec l'eau de mer, comme vous l'a appris René Quinton. Et après 1910, toutes ces thérapies ont été interdites, ou du moins, elles ont été dévalorisées. On les a qualifiées de pratiques charlatanesques. Pourquoi? Parce qu'il ne devait y avoir qu'une seule thérapie, c'était la thérapie par les médicaments chimiques. Donc voilà, je pense que René Quinton, il a eu, pour sa postérité, pour ses idées, il s'est heurté à 4 grands problèmes. Sa loi de la permanence, c'est très bien, mais ça nie l'évolution, et il l'a dit lui-même, c'est-à-dire qu'il rejette la théorie de l'évolution n'est pas. Et à notre époque, en 2019, si vous vous opposez à Darwin, il ne faut pas vous attendre à des retours de bâton, si les retours de bâton sont violents. Alors j'ai trouvé cette phrase dans un pli cacheté à l'Académie des sciences qui m'a fait... Bon, j'aime bien René Quinton, mais là je trouve qu'il va quand même un peu loin. L'amour maternel est fonction du refroidissement du globe. C'est sûr que quand on est scientifique et qu'on lit une phrase comme ça, on peut avoir une réaction de rejet. Les pôles sont le foyer unique d'origine de l'être humain. Là aussi, on est un petit peu... On ne sait pas, mais selon la génétique moderne, l'ancêtre commun de l'humanité était africain. On est quand même assez loin des pôles. Et c'est ça, à mon avis, le vrai problème. Pourquoi aujourd'hui on ne parle beaucoup moins des travaux de René Quinton, c'est que l'eau de mer n'est pas un produit chimique. C'est un produit naturel, et donc ça ne coûte rien, on n'a rien à vendre. Et là, le rapport Flexner arrive. Depuis le rapport Flexner, on évacue de la médecine tout ce qui n'est pas chimique. Je vous remercie. Donc on vous a déjà vanté la beauté de ce livre. C'est vrai que c'est ce qui frappe le plus quand on l'ouvre sans le lire, c'est ce parfait accord entre le texte et l'image, et surtout ce dialogue. Et il n'y a pas donc du tout le risque, comme le craignait Diana, qu'on regarde les images et qu'on ne lise pas le texte. Au contraire, pour bien comprendre les images et inversement, pour bien apprécier le texte, il faut toujours regarder les deux aspects de ce livre en même temps. Donc vous avez une sorte de livre total, puisque vous avez le texte, l'image, c'est un peu comme au cinéma, vous êtes passé du cinéma muet, si ce serait simplement des images, au cinéma parlant, et vous êtes aussi dans une superproduction, puisque vous parcourez plusieurs vies en une seule vie. C'est vraiment une saga. La vie de René Quinton, on l'a déjà vu à travers différents éclairages que vous ont présenté mes prédécesseurs. Ce n'est pas une seule vie, ce sont plusieurs vies à la fois, et on se demande, c'est ça que je voudrais essayer de comprendre, c'est mon dernier rôle d'historien, comment peut-on encore vivre plusieurs vies à la fois? C'est un problème que vous n'êtes pas posé, mais peut-être qu'en sortant, vous direz après tout, oui, on pourrait essayer de vivre plusieurs vies. Alors, j'ai donc intitulé mon texte « Les 5 vies de René Quinton », parce qu'il n'en a pas vécu une seule, il en a vécu 5, à la fois successivement et en parallèle. Parce qu'en fait, ce n'est pas des pages qui tournent et des virages qu'il prend. Tout ce qu'il a appris dans la vie précédente lui sert pour la vie suivante. C'est un peu comme dans la mythologie indienne où on se réincarne, mais on n'oublie pas ses vies antérieures. On profite au contraire des expériences. Et on pourrait dire, bon, il a voulu être écrivain. Bon, mais finalement, qu'est-ce qu'il a écrit ? En fait, il a appris à écrire, c'est-à-dire il a appris à rendre vivant
à rendre attachant tout son discours. Et justement, ça va lui servir beaucoup pour populariser, pour toucher les médias, pour faire comprendre aux médias ses découvertes et pour séduire des quantités de gens de tous les milieux. S'il avait été simplement un simple scientifique qui aurait commencé tout de suite à être dans un laboratoire et à vivre et à ne parler qu'à des collègues, il n'aurait pas été capable justement de rendre sa science vivante et de séduire et de convaincre d'autres que ce qu'il avait trouvé était intéressant. Et c'est parce que justement il avait fait ce premier apprentissage d'une sorte de vie d'écrivain rêvé plus qu'abouti, mais enfin en tout cas, qu'il lui a fait comprendre comment on séduit les gens, comment on leur fait comprendre quelque chose. La deuxième vie de René Quinton, c'est celle dont on vous a déjà parlé abondamment et de façon remarquable à travers l'exposé que vous venez d'entendre sur l'évaluation scientifique de son apport. Mais je voudrais justement, ce que notre collègue nous a dit, c'est effectivement qu'est-ce qui est encore valable, qu'est-ce qui est encore valide, et il y a quand même encore beaucoup de choses valides et valables dans cette œuvre, mais c'est plutôt comment, alors qu'on n'est pas un scientifique au départ, alors qu'on a refusé de faire des études, qu'on a refusé le destin que votre père vous proposait d'être médecin, comment ensuite on rattrape tout ce handicap, puisqu'il n'a pas de diplôme, on l'a dit, il n'a pas suivi de formation spécialisée, et pourtant il arrive à devenir un chercheur et à avoir des intuitions et surtout une expérimentation pour démontrer ces intuitions qui sont tout à fait valides, puisque reconnues à la fois à l'Académie des sciences dans certains cas et validées également par les succès thérapeutiques dont on vous a parlé. Donc comment, alors qu'on est à l'époque où la science est devenue vraiment une profession, où on ne peut plus s'improviser chercheur amateur comme on pouvait encore le faire au XVIIIe siècle, comment a-t-il pu pénétrer dans cet univers qui est quand même un univers fermé à l'époque, un univers avec des barrières, un univers où il y a des chapelles, où il y a des écoles, où il y a des thèses qui s'affrontent, et lui, il arrive comme ça, comme un innocent, et finalement, les portes s'ouvrent devant lui. Alors là, évidemment, il y a la partie personnelle du personnage. On en a déjà fait un portrait psychologique plus ou moins direct, et je crois que quand on lit cette biographie, on voit que c'est quelqu'un qui a effectivement une capacité de séduction. Il rencontre un professeur au Collège de France et finit par convaincre ce professeur au Collège de France que ce professeur ne connaît rien et que c'est lui qui va lui apprendre la vie, ce qui est quand même assez remarquable. Je veux dire, il y a assez peu de savants qui acceptent comme ça de se mettre à l'écoute d'un jeune blanc-bec qui arrive dans votre salon. Deuxième qualité, je crois, qu'on voit dans cette vie de chercheur, c'est à la fois la capacité de réflexion. On voit qu'il y a des intuitions, il y a un certain nombre de thèses qu'on peut discuter, qui tiennent à sa philosophie de la vie, à son héritage spirituel, à ses croyances, mais il y a aussi la volonté de les tester, de donc pratiquer la méthode expérimentale, donc être tout à fait dans le courant de la vraie science et non pas dans une sorte de théorie fumeuse et reposant un peu sur des a priori. Donc il y a à la fois l'originalité d'un savant qui est resté un philosophe, en tout cas qui a des ambitions théoriques, qui a une volonté de comprendre des phénomènes massifs, quand même, comment la vie apparaît, à quel moment elle apparaît, comment elle se perpétue, comment on la soigne, c'est quand même des questions fondamentales, et en même temps trouver les procédures, les protocoles pour arriver concrètement à démontrer un certain nombre des thèses auxquelles on est parvenu. Donc là, on a évidemment une personnalité à facettes, et on voit bien que c'est ce qui nourrit ça, c'est cette première formation humaniste, cette première fréquentation des milieux littéraires, ces discussions avec des philosophes, puisqu'il est un grand ami d'un des grands philosophes de l'époque, Xavier Léon, qui va fonder la revue de métaphysique et de morale. Donc il est à l'écoute de ce qui se fait dans le domaine des idées, il est à l'écoute de ce qui se fait dans le domaine de la science, et il est aussi à l'écoute de ce qui peut toucher le grand public. Et ça nous amène à la troisième vie de René Quinton, c'est-à-dire une science qui ne soit pas simplement une science théorique, une science expérimentale coupée du reste du monde, mais une science qui soit au service de l'humanité. Alors, notre collègue nous a déjà fait un parallèle plus ou moins direct avec Darwin d'un côté, avec Pasteur de l'autre, donc c'est quand même des poids lourds, disons, dans la comparaison savante, et en même temps, peu importe s'ils sont d'accord ou si l'un a tort ou l'autre a raison, c'est pas ça qui m'intéresse en tant qu'historien, c'est de voir qu'il y a profondément dans ces trois personnages, il faudrait ajouter un quatrième qui serait Claude Bernard,
ces 4 grands savants, enfin ces 3 grands savants plus ce 4e qui pourrait être comparé à eux, ils ont quand même tous en commun quelque chose. C'est l'idée que la science n'a d'intérêt que si elle change le monde, c'est-à-dire si elle peut être mise au service de l'humanité et notamment apaiser les craintes et apaiser les souffrances de l'humanité. Et ça, ce souci thérapeutique, ce souci d'être utile au plus grand nombre, on le retrouve évidemment dans ces 3 personnages, puisqu'en réfléchissant sur comment combattre la maladie, en réfléchissant comment comprendre les transformations des espèces et en réfléchissant sur la médecine expérimentale, on voit bien qu'on a un lien direct entre la théorie et la pratique, et Quinton partage parfaitement, et de ce fait, il est parfaitement de son temps en ayant ce souci. Alors on vous a expliqué comment il avait pu passer de la théorie à la pratique en inventant justement ces dispensaires où on soigne gratuitement les gens qui ne peuvent pas se soigner dans la médecine ordinaire. Et là, de ce point de vue-là, j'y insiste parce que c'est aussi une des spécificités de cette époque, on est dans cette invention progressive de l'hygiène sociale et surtout d'une médecine qui ne soit pas une médecine réservée aux privilégiés, mais qui touche le plus grand nombre, puisqu'en fait, dans la société de cette époque, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le plus grand nombre qui est le plus malade, et c'est le plus grand nombre dont l'espérance de vie est la plus courte. Donc on voit bien que là, il y a une dimension sociale et sociétale tout à fait importante et qui anticipe là aussi sur ce que va être le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est quand même la révolution de la lutte contre la mortalité, c'est la baisse drastique de la mortalité infantile, et dans le livre, on voit tout à fait que les enfants sont tout à fait au centre de ces premiers soins, et les mères de famille qui ne savent pas quoi faire parce que leurs enfants dépérissent sont absolument ravis, évidemment, que ce remède ou ces tentatives thérapeutiques qu'on leur propose sortent leurs enfants de ces situations dramatiques et sauvent ces vies qui, à l'époque, étaient condamnées souvent à brève échéance. Donc on pourrait dire, après ces 3 vies, il aurait pu se reposer, il aurait pu dire, je vis sur mon acquis, je palace des brevets, je gagne un petit peu d'argent avec ce que j'ai fait, et puis je me retire sur la Côte d'Azur ou dans un endroit agréable, par exemple à Alicante. Eh bien non. Et ça, 3 vies, c'est pas beaucoup finalement. 3 vies, c'est pas beaucoup. Et nous n'en sommes qu'à la page 177 du livre, au bout des 3 vies. Et donc le livre, vous le savez, en fait 335. Donc vous voyez qu'il y a encore deux vies encore assez longues et tout à fait pleines. Et dans ces 2 vies, on a l'impression que René Quinton veut s'échapper de la Terre, finalement. Il a essayé de soigner la Terre, de la comprendre, de soigner l'humanité. Maintenant, il veut s'échapper de la Terre. Et donc, la 4e vie, c'est donc ce rêve aéronautique. Alors, malheureusement, l'homme qui aurait dû parler de ce rêve aéronautique, il n'a pas apparemment été présent, ou alors peut-être que son avion ne s'est pas posé et qu'il préfère nous survoler de haut et nous regarder de haut. Donc je vais me permettre peut-être d'effacer ci, puisque je ne suis évidemment pas spécialiste d'aéronautique, mais je voudrais comprendre pourquoi il y a cette fascination justement dans ces années 1905-1908 pour l'aéronautique. Pourquoi est-ce que toute cette société française, et pas seulement française, le monde entier vibre aux exploits des premiers aviateurs. Vous savez que Blériot est devenu un héros national parce que non seulement il avait conquis l'Angleterre, mais il avait supprimé la Manche, qui est quand même très important, et en ce moment on est en train de recréer la Manche, donc vous savez que l'histoire va dans les 2 sens, comme chacun sait. Donc voler est vraiment le rêve de tous à l'époque. Sauf que René Quinton, c'est quelqu'un, on l'a vu, de pragmatique, quelqu'un qui veut ne pas se contenter des exploits héroïques, mais il veut que ça serve au plus grand nombre. Et donc, qu'est-ce qu'il anticipe avec l'aéronautique ? On vous a cité sa phrase sur le fait qu'on va pouvoir aller en Chine en 3 jours. On fait un peu mieux maintenant, mais enfin, en gros, c'est à peu près ça. Et parce que si on ajoute les formalités douanières, il faut quand même un peu plus de temps. Et puis surtout, les autorités chinoises maintenant ajoutent des visas et il faut au moins 1 jour et demi pour remplir un visa. J'ai essayé de le faire, j'y suis pas parvenu. Donc, on a effectivement réalisé ce rêve de René Quinton. Mais qu'est-ce qu'il y a qui pousse René Quinton à penser à ça ? Eh bien, en fait, c'est des considérations là qui nous ramènent à la grande politique et notamment à la grande géopolitique de cette époque. Nous sommes dans la grande période de la montée des périls. Les guerres se succèdent en Europe et hors d'Europe entre 1900 et 1914.
On ne l'a pas cité encore, mais René Quinton est quelqu'un qui a été profondément traumatisé par la guerre de 70, évidemment, puisqu'il avait que 5 ans, il ne s'en souvient pas, mais enfin, on a dû lui en parler beaucoup. Il a d'autre part pris parti très fermement, alors on peut le déplorer si on n'est pas de son avis, mais en tout cas, il a un souci très profond de la défense de l'armée française, et c'est ce qui explique que bien que beaucoup de ses amis soient Dreyfusards, lui est du côté des anti-Dreyfusards. Et il a bien anticipé, et là on ne peut lui donner que raison malheureusement, c'est que l'aéronautique, c'est pas simplement quelque chose d'agréable pour aller d'un point à un autre et passer des vacances pendant les week-ends dans des endroits ensoleillés, c'est aussi une arme de guerre, ou ça peut devenir une arme de guerre. Donc là aussi, il y a une capacité d'anticipation qui rappelle un peu justement ce qu'on lit dans les romans d'anticipation de cette époque. Je vous rappelle le célèbre livre de Herbert George Wells, qui a publié au début du XXe siècle, qui s'appelle La guerre des mondes, où justement il imagine une invasion aérienne par des créatures malveillantes. Et en fait, tous ces livres d'anticipation laissent penser qu'effectivement la guerre va changer de dimension si l'aéronautique effectivement se développe et devient un outil au service des desseins de gens malfaisants. Et comme René Quinton est évidemment obsédé par la puissance allemande en tant que patriote qui a évidemment le traumatisme de la guerre de 70, comme il sait très bien que les Allemands sont des gens absolument férus de technologie, c'est les fameux ballons dirigeables Zeppelin qui commencent à être mis en place à cette époque en Allemagne, il veut essayer d'avoir une arme de réponse, parce qu'il pense que l'Allemagne est la menace, enfin d'ailleurs il s'est assez bien vérifié, et il faut que la France ne se retrouve pas comme elle s'est retrouvée en 70, c'est-à-dire avec une armée qui pratiquait encore la guerre napoléonienne, alors que de l'autre côté on avait des gens qui utilisaient des mitrailleuses et qui avaient une capacité d'organisation grâce au chemin de fer bien supérieure à celle de l'armée de Napoléon III. Donc il faut absolument, et là de ce point de vue-là il y a un côté visionnaire, il faut anticiper les futures armes, et le développement de l'aéronautique, c'est pas simplement un passe-temps, c'est pas simplement pour faire rêver les gens d'être des oiseaux, c'est aussi pour éventuellement avoir la capacité technique si jamais l'aéronautique devient une arme de guerre. Et effectivement, c'est ce qu'elle est devenue quelques années plus tard. Vous le savez, dès la guerre de 14, il y aura un usage assez important des combats aériens, et évidemment encore plus lors des combats suivants. Donc vous voyez, ce rêve de voler, c'est aussi une vision du monde, une vision de l'histoire et des potentialités négatives de l'histoire. Et la cinquième vie, évidemment, elle va réaliser et confirmer cette intuition, puisque ça va être cette vie militaire dont on vous a déjà parlé tout à l'heure, et donc je ne développerai pas beaucoup puisqu'on vous a dit l'essentiel. René Quinton s'est vraiment engagé absolument à fond, alors qu'il avait l'âge où il aurait pu rester un petit peu à l'arrière, ou en tout cas dans des positions moins exposées, et il a absolument voulu faire son devoir complètement d'un bout à l'autre de la durée de la guerre pendant 52 mois. Il y a même une phrase terrible dans le livre, je la cite parce que ça montre bien le personnage, et ça montre bien cette volonté d'aller jusqu'au bout dans tout ce qu'il fait. On lui annonce que l'armistice va être bientôt signé, et il est absolument furieux. Il s'est quand même déjà battu pendant 52 mois, on pourrait penser que ça suffit, et il écrit à quelqu'un: il faut encore 8 mois de guerre, parce qu'il veut absolument que l'Allemagne soit définitivement mise au tapis, qu'on démembre l'Allemagne, qu'on impose une paix, comme on dit, carthaginoise, c'est-à-dire qu'on découpe l'Allemagne comme elle était avant 1870, et que ainsi la France redeviendra évidemment la plus grande puissance européenne, et on retrouvera la domination napoléonienne. Bon, là on voit qu'on est dans un rêve un petit peu dangereux, en tout cas ça n'est pas tout à fait confirmé dans l'histoire qui a suivi, même si l'inquiétude de Quinton face à l'Allemagne n'était pas totalement illusoire, mais je vous rappelle que ce rêve d'une nouvelle Allemagne qui serait revenue à l'état de nation agricole divisée en petits États, c'était le plan initial des Américains en 1945, quand ils ont imposé la capitulation sans condition à l'Allemagne nazie. Donc vous voyez, il y a dans cette vie et dans ces phrases qui peuvent paraître un peu folles ou un petit peu exagérées dans certains moments, toujours une sorte de prescience ou de réflexion à long terme sur ce qui pourrait arriver dans tous les domaines.
Alors au terme de ces 5 vies, donc on vous l'a expliqué, René Quinton est quand même revenu à la vie normale, il s'est même marié, rien de plus normal que de se marier, il a même fait une fille, quelle angoisse, et en fait, il essaye toujours d'avoir un nouveau rêve, hein, ce fameux rêve du vol à voile, mais surtout, je crois qu'il a réalisé son rêve de jeunesse. Il était un admirateur de Flaubert, et il y a une phrase que moi j'aime bien de Flaubert, où il explique qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? C'est quelqu'un qui vit plusieurs vies. Puisque par son imagination, il peut inventer des personnages, il peut vivre à leur place, il peut vivre par procuration, il peut être un esclave à Rome, il peut être une reine à Carthage, il peut être un jeune homme romantique sous la monarchie de Juillet, donc il a vécu plusieurs vies. Eh bien, René Quinton a réalisé le rêve de Flaubert, sauf que ce n'était pas des vies imaginaires dans des nouvelles ou dans des romans, c'était des vraies vies, des vies pratiques, des vies au service des autres. Et nos 2 auteurs, alors là, je leur ferai le seul reproche que je leur ferai en lisant leur livre, c'est qu'ils n'ont pas voulu conclure, et ils se sont abrités un petit peu facilement justement derrière Flaubert, qui écrivait « La bêtise consiste à vouloir conclure ». Donc je vais risquer d'être bête. Et me risquant donc à être bête, je dirais en les lisant qu'il redonne goût à la vie, et quand celle-ci permet de telles réussites, celle de René Quinton et de ses différentes vies, et cette réussite de ce livre, celle de cet homme et celle de ce livre sur cet homme, je crois qu'on peut encourir le risque de bêtise.